cours de seconde basé sur le livre scolaire sur la constitution de l'atome. Alors, qu'est-ce qu'un atome? Il y a longtemps, les hommes l'imaginaient comme atomos en grec, qui veut dire indivisible, donc comme une espèce de sphère qu'on ne pourrait pas diviser. Et ça, c'est ce qu'on appelle un modèle, c'est-à-dire que c'est une représentation de la réalité qui sert à expliquer et prévoir des phénomènes, mais il doit être modifié s'il ne permet plus d'expliquer de nouvelles observations. On peut dire que tout se passe comme si la réalité était comme le modèle. C'est-à-dire que les modèles plus récents, plus sophistiqués, nous amènent à imaginer l'atome comme, par exemple, ressemblant à ceci, mais personne n'a jamais vu directement les choses comme ça. En fait, on fait des expériences qui nous amènent à penser que la réalité ressemble à ça. Voilà, tout se passe comme si la réalité était comme le modèle. Alors si on fait un petit historique très rapide des modèles de l'atome, en fait, quand on s'est rendu compte, enfin, quand on l'imaginait comme la matière constituée de sphères dures, pleines et indivisibles, eh bien, par exemple, ça ne permettait pas d'expliquer les phénomènes électriques parce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y avait des trucs qui pouvaient expliquer l'électricité et qui faisaient partie de l'atome. Donc, une deuxième façon de l'imaginer, c'était le plum pudding, c'est-à-dire que l'atome, c'est une espèce de pâte avec des trucs dedans qui peuvent rentrer ou sortir. Ce sont les électrons responsables des charges électriques. Mais ce modèle n'a pas longtemps résisté aux expériences. En gros, ça ne collait pas du tout aux expériences, notamment, on s'est rendu compte au bout d'un moment que toute la masse n'était pas répartie dans un espèce de truc mou dans lequel les électrons pouvaient évoluer, mais était concentrée dans un noyau très très lourd qui concentre l'essentiel de la masse et les électrons tournent autour et occupent l'espace. Mais en fait, entre les deux, il y a beaucoup de vide. On y reviendra. Ce modèle ici, qui date d'à peu près 1913, a été ensuite amélioré parce qu'on s'est rendu compte que les électrons allaient occuper des places un peu privilégiées dans l'atome. Alors à l'époque, on a dit, tiens, ça ressemble un peu à un système planétaire, le Soleil au milieu, des étoiles autour, avec des orbites bien particulières. Alors ce modèle encore a montré ses limites, et aujourd'hui, même si les électrons en fait, ils ont un mouvement qui est très complexe, presque aléatoire autour du noyau, mais il privilégie quand même certaines positions qu'on va appeler des couches et même des sous-couches. Voilà, donc ça c'est juste notre introduction. Revenons maintenant sur le noyau de l'atome en détail. Voilà, alors on vient d'expliquer ce que c'est que le modèle de l'atome, et donc en 1911, on se rend compte que l'atome est constitué d'un noyau chargé positivement, qui a des protons, mais aussi qui a des neutrons qui ne sont pas chargés, et les deux sont appelés des nucléons. Nucléon, ça vient de nucléus, qui veut dire noyau. Et autour, on a des électrons qui sont en mouvement. Voilà. Des électrons chargés négativement qui vont être en mouvement. Voilà un modèle ultra simplifié de l'atome et qu'on va... notre modèle du noyau sera comme ceci pour la seconde, et nous allons tout à l'heure affiner un petit peu la structure de ce qu'on appelle le nuage électronique, c'est-à-dire tous les électrons alors on dit qui orbitent, mais c'est un mot pas très bien choisi, qui évolue autour du noyau. Alors, les protons, ils ont une charge électrique alors la charge électrique se mesure en coulomb, qui vaut 1,6 10 exposant moins 19 coulombs, et qui a une masse de 1,673 10 moins 27 kg. Voilà, ces valeurs seront bien sûr rappelées dans les exercices et les contrôles. Des neutrons, qui sont électriquement neutres, mais qui ont une masse alors presque similaire. On va souvent dire que la masse du neutron et la masse du proton, c'est à peu près la même, 1,675 10 moins 27 kg. Et des électrons qui sont autour du noyau, alors eux, ils ont une charge électrique négative, mais qui est égale à moins E, c'est-à-dire là, on a exactement la charge opposée au proton, et une masse qui vaut 9,1 10 moins 31 kg. Alors on voit tout de suite que c'est beaucoup plus faible que les protons et les neutrons, et en pratique l'électron, il a une charge électrique, c'est ça qui fait son importance, mais sa masse, elle, est négligeable par rapport à celle des protons, des électrons. Donc quand on va
on prendra pour la suite une masse moyenne des nucléons, on a vu que c'était très légèrement différent, égale à 1,67, 10-27, on négligera la différence. Alors, un noyau qui est constitué de protons et de neutrons va être caractérisé par ce qu'on appelle sa notation symbolique, où grand X représente le symbole chimique, par exemple le carbone, et on a deux nombres, A qui représente le nombre de nucléons qu'on écrit en haut à gauche, et Z qui est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons présents dans le noyau, qui est en bas à gauche. Et le nombre de neutrons s'obtient en faisant la différence des deux. Par exemple, pour le carbone, eh bien, alors c'est le symbole C, on a 12 nucléons, dont 6 protons, donc on a 12 moins 6 égale 6 neutrons. Pour l'or, on a AU, c'est le symbole de l'or, on a 197 nucléons, dont 79 protons, donc pour avoir le nombre de neutrons, je ferai 197 moins 79. Deux nucléons ont le même, deux noyaux qui ont le même nombre de protons mais un nombre de nucléons, donc de neutrons différents, sont appelés isotopes. Par exemple, le carbone, qui contient toujours 6 protons, en fait on appelle carbone un atome ayant 6 protons dans son noyau. Par contre, il peut y avoir un nombre de nucléons différents, il peut y avoir, en fait il peut y avoir 6 neutrons, donc 12 nucléons, 7 neutrons ou 8 neutrons. Et dans ce cas, on parlera du carbone 14, carbone 13, carbone 12. Dans les trois cas, il y a des propriétés chimiques très très similaires. Par exemple, on peut faire un barbecue avec les trois, ça marche aussi bien. Hein, c'est du carbone, du charbon de bois. Mais simplement, ils ont une structure, un noyau un peu différent et on appelle ça des isotopes. Parlons maintenant des caractéristiques de dimension et de neutralité. Alors, un atome, c'est un édifice électriquement neutre. Ça veut dire qu'il y a autant d'électrons qu'il y a de protons. Comme ils ont des charges identiques, positives et négatives, globalement, l'atome est électriquement neutre. Les charges électriques positives compensent exactement les charges électriques négatives. Le noyau peut être assimilé à une boule dense. Alors on a vu que, on dit peut-être assimilé parce qu'on a vu que c'était pas du tout une boule, c'était un ensemble, une espèce de grappe de raisin avec des protons et des neutrons. Voilà, mais dans le cadre d'un modèle pour la seconde, on peut l'imaginer comme une petite bille très compacte, une petite sphère très compacte dont le rayon est de l'ordre de 1 femtomètre. Alors femto, c'est encore plus petit que... enfin femto c'est 10-15, hein, si on prend tous les multiples, on a le millimètre 10-3, micromètre 10-6, nanomètre 10-9, picomètre 10-12 et femtomètre 10-15. Voilà. Donc ce rayon, c'est de l'ordre de 10-15, alors que l'atome, lui, quand on l'assimile à une sphère, hein, en gros la taille de l'évolution des électrons, eh bien c'est 10 exposant moins 10 mètres, c'est-à-dire 0,1 nanomètre. Eh bien, s'il y a une sacrée différence entre ces deux valeurs, quand on calcule le rapport de ces deux valeurs, on trouve 100 000. Donc ça veut dire que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome. Et donc l'atome est essentiellement constitué de vide, parce que si on comparait 100 000 fois, eh bien si on a le noyau qu'on comparait à la taille d'une bille de stylo de 0,5 mm, eh bien les électrons évolueraient jusqu'à une distance de 50 mètres qui correspondrait dans notre comparaison à un terrain de foot. Donc tout se passe comme si l'électron se baladait dans le terrain de foot autour d'un noyau qui avait la taille d'une bille de stylo et tout le reste c'est du vide. Donc la matière qui nous constitue est essentiellement constituée de vide, on dit qu'elle est lacunaire. La masse de l'électron, on a dit qu'elle était beaucoup plus petite que celle d'un nucléon. Donc on va négliger la masse du cortège électronique. Le cortège électronique, c'est l'ensemble des électrons. Et la masse de l'atome sera à peu près égale à la masse de son noyau. Or, la masse du noyau, eh bien, c'est le nombre de nucléons multiplié par la masse d'un nucléon. On a vu que tous les nucléons avaient à peu près la même masse. Donc, on peut calculer la masse de l'atome en faisant A, nombre de masses, nombre de nucléons dans le noyau, multiplié par masse d'un nucléon.
Si on prend un petit exemple ici pour le platine, par exemple le platine 195, donc 195 nucléons dont 68 protons. Voilà, donc pour trouver 117 neutrons, on fait 195 moins 78. Il possède 78 électrons dans son cortège électronique, mais qu'on va négliger pour calculer sa masse. Si on veut calculer la masse de l'atome, eh bien on prend 195 nucléons multiplié par 1,67 10-27, c'est la masse d'un nucléon qu'on avait vu tout à l'heure, et on obtient cette masse-ci. Pour calculer sa charge électrique, eh bien on prend le nombre de protons qu'il y a dans le noyau, qu'on multiplie par la charge élémentaire qu'on a vu tout à l'heure, 1,602 10-19 coulombs. Donc 78 protons multipliés par cette charge élémentaire va nous donner ici cette charge électrique, la charge électrique du noyau de l'atome. Voilà, donc si on récapitule les deux formules, la masse de l'atome, eh bien c'est A multiplié par la masse d'un nucléon, et la charge du noyau, c'est Z, le nombre de protons, multiplié par la charge électrique d'un proton en coulomb. Fin de la première partie de cette vidéo.